Salut tout le monde et bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à une des plus grandes questions de l'humanité, mais on va l'aborder d'une façon un peu différente, avec la pure logique. On va décortiquer ensemble, pas à pas, un argument super structuré sur l'existence de Dieu. Alors, c'est parti! Bon, faut dire que ce débat-là, il a toujours été assez intense. Prenez Freud, par exemple. Pour lui, la foi, c'était carrément une illusion, quelque chose qui naît de nos espoirs déçus. Puis, il n'était pas tout seul à penser comme ça. Des gars comme Marx ou Nietzsche voyaient la croyance comme une sorte de faiblesse intellectuelle, vous savez, une façon de fuir la dure réalité. Ce qui nous amène à la grosse question. Est-ce que croire en Dieu, c'est vraiment indéfendable sur le plan intellectuel? Mais là, attention, on ne va pas parler de foi ici, pas du tout. On va traiter ça comme un pur exercice de logique. Est-ce que cette idée-là, ça tient la route d'un point de vue rationnel? C'est ça qu'on va voir. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de match. On va suivre une petite enquête logique en 6 points. On va commencer par le choc des idées. Ensuite, on va se poser la question ultime. Après ça, on passe au processus d'élimination. On se demandera si c'est l'univers ou un créateur. Puis, on va essayer de décrire la cause. Et pour finir, on parlera du fardeau de la preuve. Alright, on commence avec la première partie, le choc des idées. Parce que vous savez, avant de bâtir un argument, c'est super important de bien comprendre à quoi il répond, quelles sont les critiques qui sont sur la table. Et ces trois-là, Marx, Freud et Nietzsche, ils n'y sont pas allés de main morte. Pour Marx, la religion, c'était carrément un outil pour contrôler les gens, le fameux opium du peuple. Pour Freud, on l'a vu, c'était une illusion psychologique, un peu comme un désir d'enfant qui persiste. Et Nietzsche, lui, y voyait un refus de regarder la vérité en face, quelque chose qui nous empêche de devenir tout ce qu'on pourrait être. C'est clair que ces critiques-là, elles sont vraiment puissantes et elles sont à la base d'une bonne partie du scepticisme qu'on voit aujourd'hui. OK, maintenant, passons à la deuxième étape. On va voir comment l'argument se construit. Et pour être sérieux là-dedans, n'importe quel raisonnement doit commencer par la question la plus fondamentale de toutes. Pourquoi est-ce que quelque chose plutôt que rien du tout? C'est vraiment le point de départ de toute la métaphysique et c'est le cœur de notre exercice logique aujourd'hui. Le fait même qu'on soit là à se poser cette question, ça demande une explication, non? Et face à cette question-là, eh bien, logiquement parlant, il n'y a que 4 réponses possibles. Pas 5, pas 3, 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va les regarder une par une et on va procéder par élimination. Alors, les voici, ces 4 options. Premièrement, la réalité est juste une illusion. Deuxièmement, la réalité s'est créée toute seule. Troisièmement, la réalité est éternelle, elle a toujours été là. Ou quatrièmement, la réalité a été créée par quelque chose qui, lui, est éternel. OK, allons-y une par une. Bon, la première option, la réalité est une illusion. On peut pas mal l'écarter rapidement grâce à notre ami Descartes. Son fameux « je pense, donc je suis » veut dire que juste le fait de douter de notre existence, mais ça prouve qu'on existe pour être capable de douter. Pensez-y, une illusion, ça ne peut pas savoir que c'est une illusion. Donc cette option-là, elle se contredit elle-même. On la met de côté. OK, pour la deuxième option, la réalité s'est créée elle-même. On a besoin d'un petit concept de philo. Ça s'appelle être analytiquement faux. En gros, c'est une idée qui est fausse par sa propre définition. L'exemple classique, c'est un cercle carré. Ça n'a juste aucun sens. Et c'est exactement ça le problème avec notre deuxième option. Pour que la réalité se crée elle-même, il faudrait qu'elle existe avant d'exister pour pouvoir se créer. C'est une contradiction totale, un vrai cercle carré. Même un grand sceptique comme David Hume trouvait cette idée complètement absurde. Alors, l'option numéro 2, on l'élimine aussi. C'est logiquement impossible. Ce qui nous amène au cœur du sujet. On a éliminé les 2 premières options. Il nous en reste donc 2. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le débat se résume maintenant à un choix crucial entre ces 2-là. Alors, voilà le dilemme. Soit on a un univers éternel, soit on a un créateur éternel. Et ce qui est super important de remarquer, c'est que dans les 2 cas, on doit accepter que quelque chose est éternel. On n'y échappe pas. La vraie question, donc, c'est laquelle de ces 2 idées est la mieux supportée par les preuves qu'on a. Alors, si on regarde du côté de la science, il y a une pile de découvertes qui semblent pointer dans la même direction. L'univers a eu un début. On parle de la deuxième loi de la thermodynamique, de l'écho de radiation du Big Bang, du fait que l'univers est en expansion constante. Bref, tout ça, ça suggère pas mal fortement que l'univers n'est pas éternel. Et la logique est simple. Si quelque chose a un commencement, il faut bien que ça ait une cause. Et en plus de la science, il y a l'argument philosophique de la causalité. J.S. Mill a bien résumé en disant que seule l'intelligence peut créer l'intelligence. La question est, comment est-ce qu'un univers qui serait impersonnel, sans aucune conscience, aurait pu produire des êtres comme nous, personnels et conscients? Ça semble être un fossé logique. Donc,
L'idée d'un univers éternel comme cause de tout, ça semble être une hypothèse pas mal affaiblie. Bon, si on suit la logique jusqu'au bout et qu'on accepte qu'un créateur est la cause la plus probable, alors on peut aller plus loin. On peut essayer de déduire ses caractéristiques, ses attributs, simplement en regardant son œuvre, l'univers. Alors, en regardant l'univers, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa cause? D'abord, elle doit être en dehors du temps et de l'espace puisqu'elle les a créés, donc surnaturelle. Elle doit être incroyablement puissante, logique, éternelle, bien sûr, immatérielle puisqu'elle est à l'origine de la matière et, le point le plus important, personnelle et intelligente. Parce que, encore une fois, comment l'impersonnel pourrait-il créer le personnel? Tout ça, c'est une déduction logique qui dresse un portrait robot de cette cause première. Il y a cette citation de Lee Strobel, un ancien athée, qui résume vraiment bien le dilemme intellectuel ici. Il dit en gros, pour rester athée, il fallait que je croie que le rien produit tout, que le non-sens produit le sens. Et il a conclu que ça, pour lui, c'était un acte de foi encore plus grand que de croire en un créateur. OK, on arrive à notre dernière partie. Et maintenant, pour être juste, la logique nous demande de tourner la loupe de l'autre côté. On doit examiner l'autre position, la position athée, avec exactement la même rigueur. C'est ce qu'on appelle la question du fardeau de la preuve. Pour bien comprendre, on va prendre une petite analogie, celle de l'aigle rouge. Imaginez que quelqu'un dise « les aigles rouges, ça existe ». Ça, c'est une affirmation positive. Pour prouver qu'il a raison, c'est simple, non? Il a juste besoin d'en trouver un. Un seul aigle rouge et c'est prouvé. Mais maintenant, imaginez l'affirmation contraire. Les aigles rouges, ça n'existe pas. Essayez de prouver ça. C'est presque impossible. Pour être certain 100%, il faudra être partout dans l'univers en même temps pour vérifier qu'il n'y en a pas un seul qui se cache quelque part. C'est infaisable. Et si on applique ça à notre sujet, on voit que prouver de façon absolue que quelque chose n'existe pas, c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste un jeu intellectuel. Comme le dit Mortimer Adler, les enjeux sont énormes. Ce n'est pas une question abstraite, loin de là. La réponse qu'on choisit, que ce soit oui ou non, a des conséquences super profondes sur notre vie, nos valeurs, nos actions, sur tout. Et c'est pour ça qu'on va terminer, non pas avec une réponse toute faite, mais avec une question pour la réflexion. Peu importe la conclusion à laquelle on arrive, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec des enjeux aussi importants, quel niveau de preuve, quelle rigueur logique est-ce qu'on devrait exiger de notre propre vision du monde? C'est vraiment la question fondamentale que tout ce parcours logique nous invite à se poser